Situé à 143 km de Majinga, Bessalampi n'a que 2 voies d'accès. Le bateau ou 2 fois par semaine l'avion. Madagascar est le principal producteur mondial de raffia, servant essentiellement à la production de ficelles, à la confection de vanneries, paniers, sacs, chapeaux et d'artisanat. J'aimerais vous présenter le parc national Madagascar, ANGAP. L'ANGAP est une association mandatée par l'État malgache de gérer un réseau de parcs nationaux à Madagascar. Sa mission, c'est de gérer d'une manière durable un réseau de parcs actifs de la diversité biologique et de l'environnement naturel unique de Madagascar. Voilà donc notre mission. Et spécialement ici, nous, à Karafansk, la gestion des ressources naturelles est une chose très importante. Par exemple, la gestion des ressources naturelles comme le raffia. Le raffia est la fibre d'un petit palmier. Donc c'est ici qu'on a fait la plantation du raffia. Et ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup partout. Donc en fait, on a planté 8000, il y en a des graines, puis des plantules, des jeunes plants. Les jeunes plants, c'est à peu près 6000. 6000 jeunes plants et 2000. Oui, d'accord. 6500. En fait, il y en a par là, il y en a ici, mais il y a aussi dans d'autres endroits, mais pas plus proche d'ici. Oui. L'arbre vit de 25 à 30 ans. Vous voyez, c'est un très bon endroit pour le raffia. Le raffia est une ressource naturelle très exploitée ici dans la région. La forêt de raffia, si ça continue comme ça disparaît d'ici très peu de temps. La première étape de la récolte du raffia consiste à choisir une jeune palme non ouverte aux feuilles jaunes et tendres. Séparation des feuilles, séparation des nervures centrales. Lors du Journée mondiale de l'environnement, nous avons planté environ 3000 pieds de raffia pour le repeuplement. Là, ça c'est une gestion des ressources naturelles. C'est la partie souple, une fois séchée au soleil, qui deviendra la fibre. Sur des charrettes chargées de raffia, certains vendeurs ayant passé 2 jours ou plus sur des pistes boueuses pour vendre leur chargement. Très tôt le matin, entre vendeurs et acheteurs, le marchandage commence. Là, on a eu 3 charrettes sur 5. Eux, là, ce sont des clients fixes. C'est-à-dire les clients fixes, eux, ils emmènent tout le temps chez moi. Ils vont vendre ça avec moi et puis ils vont acheter les marchandises aussi de mon magasin. Voilà, donc c'est surtout la charrette du milieu là-bas qui est un peu... Il y a de la concurrence. Vous voyez, les raffias de Bessalampi, normalement, c'est des raffias longs. Ils sont partis de là-bas avant-hier.
Malik est inquiet. La concurrence est rude. Il y avait en total 5 charrettes. Sauf que les concurrents, ils étaient là avant moi. Ils étaient venus ici vers 2 h. Et puis voilà, ils ont réussi à avoir 2 charrettes. Et les 3 charrettes, c'est moi qui les ai eues. Et là, il y a une charrette qui vient d'arriver. Et puis voilà, en total, j'ai eu 4 charrettes. Et c'est dans les 500 kilos, les 4 charrettes. C'est bien bonne foule. Papa Zan, fin. Mitka. Là, on vient de peser une partie du raffia. Il y a une deuxième partie qui est là-bas. Et puis, donc là, quand on aura tout terminé de peser, ils vont venir avec mon camion. Et votre Jimmy N fit. Vas-y, à 4. Je travaille de la Fiat depuis 48 ans, ici à Bessalampi. Jusqu'à Mazenga, on va transporter sur les boutres ou sur le navire pour aller à Mazenga. La fibre découpée en lanières et roulée peut maintenant être tissée. Tous les colorants que nous utilisons ici sont des colorants biologiques. Et là, c'est à partir de plantes tinctoriales. Toutes les femmes du village font partie de l'association. Elles participent à la cueillette des colorants, des plantes tinctoriales, au filage, aux teintures et au tissage. Nous travaillons avec 2 associations dans la zone périphérique du parc. Le premier, dans le village d'Apumblav. Et ici, l'association des femmes d'Andarmandiv que nous venons de voir actuellement. Ici, je mets couleur jaune. J'ai une arc liste Nous avons pu distinguer avec l'appui du parc, des botanistes du parc zoologique de Timbazaz, nous avons pu identifier pas mal de nombre de plantes tinctoriales. Et actuellement, et ça nous intéresse vraiment, il y a pas mal de gens qui font actuellement le reboisement ou bien le repeuplement de ces plantes tinctoriales-là. Parce que si on exploite ça sauvagement, ça disparaît d'ici peu.
Dans ce projet, avec l'appui toujours de femmes entrepreneurs Mahadjank, nous n'hésitons pas donc de financer ce projet. Par exemple, vous voyez derrière moi les outils de tissage, tout ça vient de l'Angap. Zahay zao olo farany olony tafy an'ity niavy ny girigy tsy mbony tsy nisy karany fa girigy io ro taminay taty nanday lamba vosy tsiraiky 20 vidy. Là aussi, le coût de formation, là, c'est l'ANGAP finance tout ça. Dès qu'il y a une association qui veut travailler avec l'ANGAP, toujours dans l'esprit gestion des ressources naturelles, le parc national Madagascar est toujours prêt à financer ce type de micro-projet. Une grande partie du raffia se fait à Majinga et Province. Dans tout Madagascar, il y a environ 3000 tonnes de raffia. À Majinga, quand la campagne fonctionne très bien, on peut faire 1000 tonnes. On est 6 exportateurs, on est 2 qui sont vraiment sur le marché, qui dominent le marché. Donc dans le raffia, en fait, on a un système de triage. Donc, on a du raffia qu'on peut exporter, qui sont dans les normes, et du raffia justement qui sera court et pas de bonne qualité, qui sera réservé pour le marché local. 95% du raffia est exporté. Les Glorieuses sont composées de 2 îles séparées par un récif corallien qui protège un vaste lagon sableux. Des îles coralliennes situées au nord du canal du Mozambique, elles constituent un des ultimes sanctuaires de la biodiversité terrestre et marine qui est particulièrement bien préservé, notamment les tortues et les oiseaux marins. La diversité biologique des Glorieuses est une des plus élevées de la région, car ces récifs bénéficient d'un statut de réserve naturelle et les militaires français veillent. Une équipe de scientifiques arrivée aux Glorieuses à la réalisation d'activités du programme COSURECO dans le cadre de l'initiative française pour les récifs coralliens, cartographie, suivi de l'état de santé, inventaire de la diversité biologique. Jean-Pascal Caude et des scientifiques venus de La Réunion et de Mayotte se préparent à effectuer des points de vérité terrain dans le lagon. Mais la patate sur laquelle ils ont jeté l'ancre change de forme. Le sonar vient de détecter un banc de skills. L'alerte est donnée. En Polynésie, les grosses espèces attaquent les pêcheurs. Ouais, j'ai vu sur le site internet de Roy Caldwell, là, justement, il parlait effectivement d'un pêcheur qui avait été attaqué par un husky. Une grosse husky qui faisait 20 cm
Et c'est vrai qu'effectivement, avec son organe de devant, elle doit pouvoir faire des sacrés. Il paraît que ça fait très très mal. C'est-à-dire que c'est effectivement le choc qui est donné, qui assomme la proie, est équivalent à recevoir une balle de 22. Ce phénomène a été signalé pour la première fois dans le golfe d'Aden et la région comprise entre les Seychelles et l'Afrique de l'Est, Tanzanie, Kenya, en 1967. Donc on serait en pleine phase de reproduction. Un phénomène similaire se serait produit en 2001 et 2002 en relation avec une augmentation de la température des eaux marines. Tu les vois en train de fouiller dans le sable, on regardera, et on les voit attaquer les petites sols. Les pêcheurs disent que lorsqu'ils voient des skis en mer, ils les repèrent de très loin parce que la mer devient rouge. On a le grand courant à Madagascar et puis on a le grand courant sud-équatorial qui fait une boucle. Voilà. Et mine de rien, les Glorieuses et les Seychelles, c'est quand même dans la partie du courant, en amont du courant de Somalie. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de boucle là, si tu veux, avec des courants qui ramèneraient vers un espèce de hotspot Ça joue certainement avec les courants parce que tu as aussi le courant nord-équatorial qui passe au nord des Seychelles, qui emmènerait donc les larves pêchées pondues aux Seychelles, qui les emmènerait vers les côtes africaines, et il y aurait un retour ensuite après avec l'inversion des courants. C'est vraiment la phase de reproduction que tu as pu filmer. Il y a combien d'espèces de skis en tout ? 400. Tous les plongeurs ont une mission à remplir. Mais cette mission n'est pas sans danger. Car les skills peuvent attaquer. Et tu vas voir qu'elles font un petit terrier. Regarde comment elles s'ensablent ici, tu vois. Elles s'ensablent carrément dans elle. Et l'hypothèse de, effectivement, je pense qu'elle est définitivement abandonnée, de dire que les skis en fait peuvent vivre, les adultes à 200, 300, 500 mètres de fond, dans des terriers. A priori, la morphologie non, moi je pense que... La projection du comportement des skills sur le fond, à savoir qu'elles creusent rapidement un trou dans le sédiment, tend à montrer qu'il s'agit bien d'un comportement lié à la reproduction. Ce qui expliquerait ensuite les échouages. Les échouages, ils ont été observés aux Amirantes, nous on les a vus aux Glorieuses. Où est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été rapportés des échouages ? En Tanzanie. En Tanzanie, sur les côtes tanzaniennes. Sur les côtes africaines de l'Est de l'Afrique aussi, on a aussi des reports d'échouages massifs. Et en même temps, par contre, elle constitue effectivement une proie pour tous les grands prédateurs, ce qui fait qu'en fait, elle est également une source importante au niveau de la chaîne alimentaire. Lorsque tu n'avais pas de skis, dans les estomacs de thon, on trouvait énormément d'anchois. Or, à la fin des années 90, lorsqu'il y a eu l'épisode ski, les anchois ont disparu des estomacs. Donc il y aurait deux possibilités. Soit il y a un régime shift, comme tu le dis, ou soit la skie mangeant les larves d'anchois ferait disparaître cette espèce. Et donc du coup elle prendrait sa place. Elle prendrait sa place. Par contre, aux Glorieuses, quand on pêchait des mérous, quand on pêchait effectivement d'autres poissons, ils contenaient des skis. On parlait de ça, mais les oiseaux aussi se nourrissent à part. Oui, dans les estomacs, des sternes d'Europa et aussi de Bird Island. Les explosions de population se font en alternance avec celles d'un crabe pélagique. Jean-Pascal Caude de l'ARVAM et Michel Potier de l'IRD tentent d'apporter une explication à ce phénomène. Ici, et ça, ce seraient les adultes. Et ça, donc, tu les as trouvés en bord de plage? Alors, celles-là, non, elles étaient sur le bord du Général. Nous, on trouve ces petites en avril-mai, au large des Somalies, et ces grosses... La taille moyenne des skills est de 20 mm, ce qui est conforme avec les observations faites en 1967. Oui, exactement. Tu vois, on voit effectivement la différence. La différence, c'est sa fameuse patte voilà, qui est là. Ça, il paraît que c'est l'organe le plus rapide du monde. Voilà. C'est-à-dire que c'est effectivement le choc qui est donné, qui assomme la proie, est équivalent à recevoir une balle de 22. Les skills prélevés sont étudiés sous microscope
après avoir été mesuré. On avait contacté à l'époque Roy Caldwell aux États-Unis. Il avait précisé qu'effectivement, il n'avait jamais vu un phénomène comme ça. Et ce qu'il nous suggère, c'est effectivement de vérifier chez les femelles. Donc, ils sont un peu Outre la confirmation de l'espèce, il s'agit de voir si les appendices abdominaux contiennent des glandes sexuelles matures et éventuellement le rapport entre les mâles et les femelles. Il y a un bout de gonade ici, attaché, accroché encore à du tégument ici. Ça reste effectivement un peu une énigme à la fois sur la biologie, sur les cycles environnementaux et même apparemment même en biologie de la reproduction ou la physiologie, il n'y a pas grand monde qui... Non, quelques personnes étudient ces animaux. À part les passionnés d'aquariophilie. Voilà, exactement. Il est l'heure de faire le bilan de cette mission. De l'avis des scientifiques, une mission très réussie en observation et dans la bonne humeur.
sommes là pour la coordination des travaux d'atelier, de maintenance et de gestion de stock de tout le matériel. Faisons des entretiens dès l'arrivée d'un train. Il y a ce que nous appelons la visite, c'est impératif. Ça consiste à contrôler tous les niveaux, que ce soit gasoil, puis la moteur, voir tous les couples de serrage. Après, nous suivons aussi le cahier de bord des conducteurs. Le cahier de bord qui instruit les difficultés dans lesquelles le train a voyagé. Il s'agit de hot engine, problème de traction, problème de puissance. Ces choses sont énumérées dans le cahier de bord. Et au vu de ça, que l'équipe technique s'en charge à remettre à jour l'engin avant de le mettre en route. Nous avons un atelier de machine-outils qui nous fournit les pièces dont on a besoin, les pièces usagées. Et quand on ne peut pas, les formes compliquées, on les envoie à la fonderie où c'est coulé et on refait. C'est les sabots de frein du train. Nous avons un atelier de machine-outils qui nous fournit les pièces dont on a besoin, les pièces usagées. Ce que vous voyez, nous sommes en train de démonter, ce sont des moteurs traction qui sont sortis, ils seront envoyés pour la révision. Et vous voyez ce moteur, il vient d'être retapé, nous allons donner ça à la troisième locomotive qui est en préparation. Ça ne fonctionnait pas avant, on l'a refait. Dans mon bureau, je m'occupe de la maintenance conditionnelle, quitte à étudier certaines pièces telles que les types de roulement à utiliser, les huiles pour adapter à certains compartiments des machines. Donc voilà en gros ce que nous sommes appelés à faire ici au CFT au nom de MM Mining. Dans la périphérie de Lomé, nous sommes en train de faire le nettoyage de la voie ferrée. Il y a le poids qui va encore se figurer ici, ça c'est la table. Et ici vous allez voir que ça serait différent. Ça serait catégorie. Vous allez voir le poids brut, la table puis le net. Actuellement, nous voulons faire le déchargement. Ils vont débuter par le premier wagon. On saute des wagons. Il y a des wagons qu'on va sauter pour aller au T2. Donc le premier wagon, le numéro 4, quatrième wagon, sixième wagon et le 10e. Après le 10e, le reste des wagons, on amène au T2, on les décharge. Ici, nous sommes au déchargement des minerais. Bon, en dessous, ici, il y a une grande trémie qui a une capacité de 800 à 1000 tonnes. Donc le minerai est déchargé. En dessous de cette grande trémie, il y a donc des vibreurs qu'on va démarrer pour vibrer le minerai et tomber sur la bande. Dans la suite, qui amène le minerai au silo. Donc le minerai est stocké dans le silo. Le jour du déchargement, en dessous du silo, il y a encore la même chose. Il y a des trémies vibreurs, il y a des convoyeurs en dessous et qui prennent la suite jusqu'au quai et amènent le minerai dans le bateau. Je suis le président de suivi pour le groupement de pêche Biova au port de Lomé. Pour la mise à l'eau du filet, comment vous faites?
pour monter la vague, et puis on s'en va à la pêche avec ça. Il y a un monsieur ou bien il y a un petit enfant qui va prendre le commencement de la corde pour venir au bord. Après la pirogue continue, et puis on commence à, on attache la corde sur le filet, on met le signalisation à deux côtés pour le filet et puis la corde se tient pour venir à terre. Quelles sont les dimensions du filet? La dimension du filet est 200 mètres. La poche, c'est à peu près 50 cm. Sur en longueur, combien? Longueur, c'est au moins 4 mètres. Donc à terre, maintenant les gens... Les gens tirent et à un côté, 50 personnes ou bien 60 personnes à un parti, deuxième parti aussi. Une fois que le filet se rapproche, il arrive un moment... On croise le filet, on prend les deux parties pour croiser et attacher ça avec la corde parce que s'il y a des poissons dedans, le poisson ne peut pas passer par en bas du filet. C'est à cause de ça que les gens sont été pour attacher le milieu de la corde et puis les poissons s'en vont dans la poche. Quand vous attrapez le poisson, comment se fait le partage? Quand le filet est arrivé, on vend ça. Si on a fini de ça, on vient de la maison, on partage ça à 3 parties. Les gens qui s'en vont avec le filet prend 2 parties. Le chef pêcheur ou bien le propriétaire de filet prend une partie. Avant, il y avait plus de poissons ou moins de poissons que maintenant? Avant, il y a beaucoup de poissons, mais maintenant, il n'y a pas beaucoup de poissons encore. La quantité de filets a des problèmes parce qu'il y a des petits yeux de filet, il y a des grands yeux de filet. Aujourd'hui, on fait les grands yeux de filet, mais avant, là, ces petits yeux de filet qu'on faisait. Il y a combien de kilos, là? Le filet, à peu près 45 à 50. Hein.